nous allons aborder les courants culinaires de 1900 à nos jours. Le premier courant culinaire que je vais vous présenter, c'est la grande cuisine d'avant-guerre. C'est un chef vraiment emblématique dont nous avons discuté déjà souvent, qui s'appelle Auguste Escoffier et Karl Ritz, qui sont les chefs les plus emblématiques de ce courant culinaire-là. C'est eux qui ont inventé les palaces, qui ont inventé donc l'hôtellerie moderne, parce qu'une clientèle très riche était donc visée. C'était une cuisine avec beaucoup de technique, mais pas beaucoup de créativité. Et vraiment, la salle était privilégiée à la cuisine. On faisait beaucoup de découpes, de flambages. On faisait beaucoup de buffets grandioses avec des matières premières très très chères. Et on essayait de mettre beaucoup de spectacles dans la salle. Mais vint en 1936 une première évolution dans la société française qui est la première semaine de congés payés. Ce qui fait que cette première semaine de congés payés amène un petit tourisme avec des classes beaucoup moins aisées. Et ces touristes, quand ils vont partir une semaine, ils veulent se restaurer. Alors ils n'ont pas les moyens d'aller dans les palaces et vient de ce phénomène-là arrive une cuisine bourgeoise qui va se terminer en 1955 à peu près. Et cette cuisine bourgeoise, on est axé sur des plats très roboratifs, pas beaucoup de végétaux, beaucoup de viande servie au plat, en sauce, une sauce assez lourde. Et la personne qui symbolise le plus ce courant culinaire, c'est Kurnowski, qui est un surnom, qui s'appelait en vrai Maurice Edmond Saillant, qui était un écrivain, un humoriste, mais aussi qui était un critique gastronomique, un des premiers qui existe. Et Kurnowski a notamment contribué à établir, avec un travail très minutieux, les prémices de la cuisine régionale, avec les spécialités de chaque région. En 1955, les attentes des clients sont plus les mêmes et on essaye par l'intermédiaire de personnes comme Ferdinand Pouin ou Eugénie Brasier, ils vont essayer de faire une cuisine régionale, mais quand même toujours très bourgeoise. On reste sur des plats très roboratifs, un peu rustiques, mais avec un service de qualité. On commence à avoir les premières notions de créativité. Et la mère Brasier ou Ferdinand Pouin donc, se réapproprient la cuisine régionale, mais qu'avec des produits un peu de terroir, en mettant en avant l'esprit régional. Et c'est à cette époque-là aussi, en 1966 par exemple, qu'on a les premières émissions de TV avec Raymond Oliver. Et cette cuisine régionale va donc perdurer pendant une quinzaine d'années. Et il faut savoir que la mère Brasier, Ferdinand Pouin sont les formateurs notamment de tous les grands cuisiniers qu'on va avoir ensuite, qui s'appellera Bocuse, Chapelle, Trois Gros. Donc en 1970, ces cuisiniers-là qui ont été formés donc par des cuisiniers avec une cuisine très roborative, pensent qu'il est temps de changer la manière dont on nourrit et dont on propose les plats. Donc dans cette nouvelle cuisine qui a été un petit peu novatrice, qui a été complètement novatrice, on peut citer Paul Bocuse, les frères Trois Gros, Chapelle, et eux partent notamment en voyage et vont petit à petit découvrir le Japon. Et ils reviennent du Japon avec une idée complètement différente de ce que doit être la gastronomie en France, c'est-à-dire que c'est des portions très esthétiques,
à l'assiette, très épuré, où le produit est vraiment au centre de l'assiette, où on élimine toutes les sauces importantes et il y a beaucoup de végétal. Donc ils reviennent de ces voyages, notamment celui du Japon, en essayant de, premièrement, faire évoluer les sauces. C'est-à-dire arrêter de rajouter des farines pour épaissir les sauces. On va plutôt jouer sur les réductions. Ils vont mettre en place des descriptions plus importantes de leurs plats. Ils vont jouer sur l'esthétique. Ils vont bannir le service au plat, tout va être servi à l'assiette. Ils vont essayer d'être créatifs et la créativité va même être débridée. On va partir un peu dans tous les sens. Le dressage va être très sophistiqué. On va jouer sur les couleurs, on va jouer sur les contrastes. Et c'est là où on commence à parler de premières règles d'hygiène importantes. Cette nouvelle cuisine va être portée aussi par une technologie nouvelle. C'est là où on voit apparaître les premiers fours vapeur, qu'on voit apparaître le sous-vide, qu'on voit apparaître les micro-ondes, qu'on voit apparaître les bains-maries. Et cette cuisine va il va y avoir vraiment un avant et un après avec cette nouvelle cuisine. On surfe toujours actuellement sur ce qu'ont fait ces chefs-là. C'est-à-dire que le service au plat pratiquement disparu partout, on sert à l'assiette, on fait attention à l'esthétique, tout ça c'est l'héritage de la nouvelle cuisine. Elle coïncide avec l'apparition d'un nouveau guide culinaire, donc le guide Michelin en 1900, et là le Goemio va arriver en 1970 et va essayer de propulser ces nouveaux chefs un peu en avant pour faire évoluer la gastronomie et essayer de montrer qu'on peut faire des choses autrement et donc qu'on peut végétaliser les assiettes, qu'on peut faire plein de choses. Dans cette nouvelle cuisine, on a un monsieur qui s'appelle Michel Guérard, qui lui, en plus de partir vers la nouvelle cuisine complètement, réfléchit et essaye de voir si on ne peut pas faire une cuisine allégée. Donc il va se servir, lui, d'énormément de possibilités qui s'offrent à lui pour alléger, et c'est le premier chef à penser à aider les clients à avoir une nutrition beaucoup plus importante. Il va un peu bannir le beurre, il va dégraisser tous ses bouillons, il va préférer des cuissons grillées, vapeur, wok, papillote, il va abolir complètement les sauces liées à l'amidon, il va alléger en matière grasse, il va alléger en sucre, et donc il va proposer une cuisine gastronomique de très haut niveau, mais en ayant cette envie d'alléger complètement et en ayant dans l'esprit qu'il faut que les consommateurs consomment des produits bons pour eux et bons pour leur santé. Il va d'ailleurs créer un livre de référence qui s'appelle La cuisine minceur, qui fait toujours foi dans cette cuisine et qui a donc permis à bon nombre de cuisiniers de s'inspirer de ce qu'il a fait. Cette cuisine, nouvelle cuisine, va être aussi guidée par énormément de créativité, comme on a dit, mais peut-être trop. Et donc on va, au bout d'un moment, privilégier l'esthétique au goût. Et ce qui va amener un peu le déclin de cette cuisine, nouvelle cuisine. Et on va apparaître dans les années 80, 1980, 1985 même, une nouvelle manière de penser la cuisine qui va être symbolisée par des chefs comme Passard, comme Pourcel, comme Gagnère, comme Guy Savoy, comme Ducasse, Alain Ducasse, et comme Blanc. Eux, ils vont décider de prendre les codes de cette cuisine, de cette nouvelle cuisine, c'est-à-dire vraiment être sur l'esthétique, être sur la qualité des produits,
mais peut-être régionalisée. Donc on appelle ce courant culinaire la cuisine de terroir renouvelé ou la cuisine refuge. Ça a été aussi accentué par des événements, notamment la crise qui commence à apparaître dans les années 70. Donc on fait attention aux coûts. On commence à calculer beaucoup les ratios parce que des grands restaurants ont fermé dû à une mauvaise gestion. On veut retourner à la qualité, mais à des prix raisonnables. On veut enraciner dans le passé la cuisine, mais il faut qu'elle soit aussi créative. Et c'est là qu'on va commencer à utiliser beaucoup de marqueurs, IGP ou AOC. Et on va mettre beaucoup en lumière donc, le terroir dans lequel on est. Donc on prend conscience dans toute cette gastronomie qu'il va falloir peut-être utiliser des produits locaux, et c'est la première fois qu'on commence à voir apparaître les prémices de ce qu'on va appeler plus tard le locavore. Et c'est avec cette philosophie-là que bien dans des années futures, mais on a vu que la cuisine de cafétéria a changé, en ayant aussi un côté peut-être produits locaux, que la cuisine de collective a changé. Donc c'est une tendance qui est encore très actuelle et c'est un super vecteur de développement pour le futur. En plus, en mettant ces produits sur leur carte et en privilégiant donc les AOC et les IGP, les chefs à l'époque jouaient sur la transparence absolument et ils ont été les premiers à communiquer sur leurs producteurs et sur la manière dont ils pouvaient gérer leurs achats. Dans les années 2000, un nouveau courant culinaire qui arrive, c'est la restauration ethnique, qu'on appelle l'ethnic food. La première fois où beaucoup de cuisines étrangères entrent en France, vietnamienne, mexicaine, toutes ces cuisines un peu ethniques arrivent en France, indienne et tout ça, et s'implantent de manière forte. Avant cette période-là, on avait beaucoup de cuisines. On appelait la cuisine chinoise, qui regroupait la cuisine thaïlandaise, chinoise, vietnamienne, cambodgienne. Là, on va commencer à séparer tout ça. Et tous ces petits restaurants qui vont être ethniques vont se développer de manière très très importante. Et ça a permis aux Français de se dépayser, de voir un petit peu ce qui existait autre part. Et pour les restaurateurs, il a fallu gérer plusieurs problèmes, mais qu'on est arrivé assez vite à s'adapter, notamment pour les problèmes d'approvisionnement un peu difficiles à avoir. Mais on a aussi adapté les techniques. On a beaucoup travaillé sur des techniques qui existent dans les pays dans lesquels on voulait proposer de la cuisine. Notamment le wok s'est beaucoup développé à ce moment-là, mais aussi la cuisine en tagine. Et ça a été la création aussi d'ambiance. Ces restaurants ethniques, on n'a pas que misé sur la cuisine, mais sur l'ambiance. Donc sur la déco a été très importante. Et donc on s'est inspiré bien sûr de ces pays, notamment succès très important qui a été le premier restaurant ambiance énorme qui s'appelait le Bouddha Bar. Cette restauration ethnique, elle a aussi bien sûr une très grande influence sur la restauration collective. En 2001, il y a aussi quelqu'un qui va arriver avec une vision différente de la cuisine et qui s'appelle William Ledeuil. Et ça a été un des précurseurs de la fusion food. Qu'est-ce que la fusion food ? C'est-à-dire, je prends des produits, de très bons produits, et j'adapte soit ce produit à une cuisson d'un autre pays, soit je mélange des ingrédients différents et je vais avoir quelque chose qui va être très cosmopolite et mélangé. Et William Ledeuil, notamment avec The Kitchen Gallery, maintenant il a 3 restaurants sur Paris, a beaucoup travaillé là-dessus, à lui avec beaucoup d'influence asiatique dans sa cuisine. Et donc des disciples de William Ledeuil, il y en a beaucoup. Mais pas que dans la restauration maintenant gastronomique, mais dans la restauration aussi
dans la street food et même dans la restauration assez de petites cantines fusionnelles. Donc on en a beaucoup sur Bordeaux. Et donc sans William Le Deuil, peut-être que ce courant aurait émergé beaucoup plus tard. Donc c'est lui qui a été vraiment le chef emblématique de ce courant culinaire. Dans les années aussi, on va dire 1990 à 2000, on a un courant culinaire qui a été un peu décrié, mais qui a eu ses heures de gloire, qui commence à avoir des difficultés, c'est la cuisine d'assemblage. Donc on a vu que dans les années 80-85, les industriels se sont intéressés au marché de la restauration pour pouvoir vendre des produits finis à la restauration et pour pouvoir donc présenter des produits différents qui permettent d'alléger beaucoup le travail des cuisiniers. Donc on a eu beaucoup de développement de produits des industries agroalimentaires vers la restauration et notamment des produits finis et de 5e gamme. Le but du jeu de la vente de la cuisine d'assemblage, c'est de vendre mais de ne plus fabriquer. Donc on va éliminer tout un tas de frais, notamment sur le personnel, où on n'a pas besoin de personnel très qualifié, et on repense complètement la cuisine. C'est-à-dire qu'en achetant des produits finis, j'ai plus besoin d'avoir des grandes cuisines, je vais économiser énormément sur la surface de cuisine, j'ai besoin de réchauffer et d'envoyer et d'avoir des prix relativement serrés. Dans cette cuisine d'assemblage, tout a été réfléchi. L'organisation, les achats, tout est calculé. Et c'est là où on voit le premier développement des menus complets à moins de 15 euros. C'est eux aussi qui inventent l'assiette unique. L'entrée et plat dans la même assiette. Tout ça a été fait par la cuisine d'assemblage. Des restaurants que de cuisine d'assemblage petit à petit disparaissent. Il en existe encore quelques-uns. Mais les restaurants actuels utilisent quand même une bonne partie de produits qu'on utilisait dans ces années-là pour faire une partie de leur recette. Donc on est encore sur l'héritage de cette cuisine d'assemblage. En 1986, un certain Carlo Petrini va être le créateur d'un mouvement et d'un courant culinaire qui s'appelle la slow food. Il est en opposition complète avec le fast-food. C'est un mouvement mondial qui agit de concert pour garantir une alimentation bonne, propre et juste pour tous. Donc leur priorité, avec quelques restaurateurs et des associations dans les divers pays, c'est de défendre la diversité culturelle, d'éduquer et de mobiliser les consommateurs et d'influencer au maximum le secteur privé et public pour avoir une alimentation meilleure, que ce soit une alimentation pour les restaurants ou une alimentation pour les circuits traditionnels d'approvisionnement pour les consommateurs. En 2001, un mouvement apparaît aussi qui s'appelle la bistronomie. Alors cette bistronomie, elle va être portée par un chef emblématique qui s'appelle Yves Candeborde, qui a eu tout un cursus professionnel dans les palaces parisiens et qui un jour monte son restaurant et s'aperçoit très vite qu'il ne pourra pas avoir les produits avec lesquels il travaillait dans le restaurant. Et donc il décide d'adapter la technicité et le savoir-faire qu'il a appris dans les palaces avec des produits de tous les jours. C'est-à-dire avec un prime cost maîtrisé. Il va plutôt privilégier l'utilisation de maquereau à une utilisation de turbo. Il va utiliser peut-être des parties moins nobles d'un bovin plutôt que le filet. Et donc il va revisiter les classiques de la gastronomie française et il va en intégrant les principes de la nouvelle cuisine qu'il a toujours connus. Il va utiliser des plats individuels, il va réviser un peu le dressage et il va essayer de réduire un maximum son prix de vente pour passer en dessous de 30 euros. Donc il séduit une partie importante de ses clients et un
critique qui s'appelle Sébastien de Morand va inventer, lui, le mot de bistronomie donc en contractant le mot bistrot et le mot gastronomie. Bon nombre de chefs actuels qui ont entre 30 et 40 ans sont toujours dans cette approche-là. Donc Yves Candebord, qui a inventé ce courant-là, permet maintenant de revisiter des plats encore plus loin, et on va de plus en plus loin dans la bistronomie. De plus, il faut noter qu'Yves Candebord, en choisissant des circuits, des produits peu chers, c'est aussi beaucoup approvisionné dans des circuits très courts. Donc il est précurseur de ça aussi. Le courant culinaire qui est en parallèle avec la bistronomie dans les années 2000, qui a été vraiment faste pour la création, c'est la cuisine moléculaire. Cette cuisine moléculaire, elle va être personnalisée par deux chefs importants, un espagnol, Ferran Adrià, qui avait un restaurant 3 étoiles qui s'appelait El Bulli, et en France par Thierry Marx. Cette cuisine moléculaire, elle a été développée d'abord par deux chercheurs qui n'étaient pas du tout cuisiniers, mais qui sont intéressés beaucoup à la composition des aliments et à l'art de les transformer, qui s'appelaient Nicolas Curti et Hervé Tisse. Le but du jeu dans ce courant culinaire, c'est de révolutionner un peu les textures, de révolutionner un petit peu de révolutionner aussi le visuel. Et donc, on essaye d'amener de la science dans l'assiette. On va d'abord essayer de comprendre les phénomènes physico-chimiques qui apparaissent dans les techniques qu'on utilise pour les approvisionner et pour pouvoir les contourner et créer. On va utiliser des ingrédients nouveaux, comme de l'alginate, des carragénanes, de l'azote liquide, et on va utiliser aussi des techniques différentes et du matériel différent. Mais on va refaire revenir en cuisine quelque chose qu'on avait oublié qui s'appelait le siphon. On va utiliser aussi des pompes à vide, on va utiliser aussi des pipettes à fumer. Ouais, et tout ça va faire qu'on va amener des textures, notamment des mousses, des encapsulations, des choses très très différentes, mais qui, au bout de quelques années, vont un peu s'étioler et vont lasser un peu les consommateurs. Mais il faut savoir que sans ce courant culinaire, cette cuisine moléculaire, je pense que le siphon ne serait plus revenu en cuisine. Et je connais très peu de restaurants bistronomiques qui n'utilisent pas le siphon. La pipe à fumer aussi est quelque chose qu'on utilise maintenant très couramment. En 2013, un phénomène nouveau, mais enfin pas si nouveau que ça si on voit tous les camions à pizza qui existent en France, mais la street food va complètement avoir un coup de jeune, notamment avec Thierry Marx qui s'intéresse de près, vu son amour du Japon, qui s'intéresse de près à ce courant culinaire-là, et aussi à d'autres chefs comme Michel Bras à la gueule, ou même les frères Feignot qui vont faire des plats cuisinés dans des bocaux, et ils vont appeler d'ailleurs leur concept bocaux. Et on commence à amener au plus près de la cuisine, au plus près des consommateurs. Donc on va l'amener avec bien sûr des food trucks, mais aussi maintenant des triporteurs et des petits magasins et des petites cuisines très petites qui ne proposent pas maintenant de places assises, ou très peu, et qui véhiculent tout par vente emportée. Donc cette street food, cette cuisine de rue qui était très présente en Asie et peut-être moins présente en Europe, a fait une percée très importante en 2013 sous l'effet donc de la nouveauté et de ces chefs qui ont investi ce courant-là. Et donc on surfe encore sur ce courant culinaire, sachant que le food truck est un peu en perte de vitesse parce qu'on a souvent interdit dans les villes de le faire stationner où ils voulaient. Donc ils se sont retrouvés généralement en périphérie, mais ils trouvent leur compte notamment lors
lors de manifestations spécifiques ou même d'organisations privées qui font appel à ces food trucks. En parallèle à son travail qu'a fait sur la cuisine moléculaire, Hervé Thys a voulu continuer ses travaux et a inventé, après plusieurs essais, la cuisine note-à-note. Donc la cuisine note-à-note, il l'a passée dès 1994, mais elle arrive vraiment en 2009 en partenariat avec Pierre Gagnère. Et qu'est-ce que la cuisine note-à-note ? C'est-à-dire qu'au lieu de cuisiner avec des ingrédients, on cuisine avec des composés d'ingrédients. Pour Hervé Thys, il est idiot de transporter une tomate d'un point A à un point B qui a 99% d'eau. Lui, il préfère extraire les composants intéressants dans une tomate pour pouvoir les réassembler et pour pouvoir créer des plats. C'est une cuisine donc très technique, avec très peu d'ingrédients, mais avec toute la panoplie d'ingrédients qui existent, de composés aromatiques et de texturants que l'on avait découvert à la cuisine moléculaire, on est en mesure de faire des plats. Et notamment donc à Singapour avec Gagnère, avec Pierre Gagnère, où ils ont mis en place un menu entièrement cuisine note-à-note. C'est une cuisine qui est très technique, qui est difficile, et elle emploie beaucoup de nouvelles techniques, dont l'osmose inverse, la distillation sous vide, beaucoup de choses comme ça. Elle a pour l'instant peu de succès, parce qu'elle est un peu révolutionnaire, sachant qu'on n'a plus d'ingrédients, mais que des composés d'ingrédients, ce qui freine beaucoup les consommateurs, qui aiment quand même avoir une partie de leurs ingrédients avec eux, et qui veulent manger pas que des mousses, et pas que des sorbets, et pas que des choses texturantes, mais peut-être avoir un peu plus de mâche. Continuons notre exploration des courants culinaires par un courant culinaire qui est apparu en 2007, qui a perduré de 2015-2016 à peu près, qui s'appelle le food pairing. En quoi consiste ce food pairing ? C'est analyser de manière scientifique les composés aromatiques des ingrédients. Et c'est un chef d'origine coréenne qui vit en Belgique, qui s'appelle Sang Hong de Giembre, qui a eu cette idée-là, donc qui a fait analyser énormément d'ingrédients et qui, au vu de leur profil aromatique, quand ils se superposent de manière assez évidente, il a décidé de les marier entre eux. Ce qui peut paraître un petit peu étrange, c'est qu'on est arrivé avec des associations que l'on n'avait jamais vues, notamment entre l'huître et la menthe. Mais on s'est aperçu que ça marchait bien. Ces éléments, quand ils se ressemblent et sont associés par 2 ou 3. Et il a même créé un site internet qui vous permet de tester 2 ingrédients que vous pourriez marier entre eux. Cette technique a été reprise par M. Blumenthal, qui est 3 étoiles Michelin à Londres et qui a beaucoup travaillé là-dessus pour sortir des associations classiques et aller chercher des associations plus modernes. Il a fallu quand même trouver, bien sûr, l'équilibre entre les deux ou les 3 produits que l'on peut mêler ensemble pour avoir quelque chose qui ne soit pas détonnant. Donc, oui, on a les 2 profils aromatiques qui se ressemblent, mais en aucun cas on peut mettre du 50-50. Il va falloir bien sûr ajuster tout ça. En 2015, nous avons vu un courant culinaire arriver en France qui s'appelle le fast casual. Alors qu'est-ce que c'est le fast casual ? On reprend les codes du fast food. On essaye de monter en gamme en mettant des produits de très bonne qualité, ce qu'on appelle ensuite le fast good. Et ensuite, on permet de personnaliser la proposition. Cette customisation alimentaire a été créée pour viser les 24-34 ans. Donc on a un prix qui est souvent en dessous de 12 €. On a toujours un endroit très calme, avec un wifi assez cosy, avec un très joli cadre. Et toute cette customisation alimentaire permet donc d'attirer des nouveaux consommateurs et qui ont un budget assez serré.
Et dans ce fast casual, on peut noter que des chaînes ont envahi un peu ce courant culinaire, notamment Vapiano, qui vous permet de customiser soit votre pizza, soit vos pâtes avec des produits de qualité, ou Chipotle, ou encore Bert's. Le prochain courant culinaire que nous allons explorer, c'est ce qu'on appelle le courant vegan. Alors le courant vegan, il est généralement associé au bio. Alors il faut savoir que en 2016, Jean-Luc Rabanel, un 2 étoiles Michelin, lui, avait déjà, depuis très longtemps, pris la mesure de l'impact écologique et ne travailler qu'avec des produits bio. Mais bio ne veut pas dire vegan. Donc, le courant vegan, donc, notamment, et pour la partie bio, est contrôlé par un labo indépendant qui s'appelle EcoCert. Et le courant vegan fait qu'on n'utilise aucun produit d'origine animale dans le restaurant. Ce courant vegan a été mis en exergue et en lumière avec Claire Vallée, qui a eu une étoile Michelin sur le bassin d'Arcachon dans son restaurant qui s'appelait Ona. Et à la suite du Covid, Claire Vallée a fermé son entreprise, est partie à Paris et continue donc à développer sa pratique végétale, et donc utilise dans une table dans un restaurant très petit, je crois qu'il y a 6 couverts, continue à explorer et propose une cuisine végane. Donc qui a été vraiment mis en exergue. Alors il est à noter que il n'est plus rare du tout de trouver dans tous les restaurants une proposition moins végétale, et des fois végane. Donc ce courant culinaire qui a été peut-être un petit peu au départ mis de côté en essuyant quelques moqueries, on s'est aperçu qu'il y avait un public extrêmement nombreux qui était intéressé, et c'est pour ça que nous avons vu, même dans les fast-foods les plus connus, une proposition végane ou végétale de steak pour attirer les gens qui ne consomment plus de viande. Je continue cette exploration par un autre courant culinaire qui s'appelle le free from, qui a été en 2014 mis en avant. Et qu'est-ce que le free from ? C'est cuisiner en éliminant un maximum d'allergènes dans ses préparations. Alors ça peut être un allergène ou plusieurs, ou ça peut être tous les allergènes. Il y a des restaurants qui ne travaillent avec aucun des allergènes. Et vous avez notamment Big Fernand, qui est une chaîne de fast-food, qui vous propose un pain sans gluten dans sa proposition. Et vous avez aussi un autre exemple, pâtisserie haut de gamme à Paris, qui s'appelle Helmut New Cake, et qui est une pâtisserie sans gluten et sans œufs. Là aussi, ce courant culinaire pur et dur, avec des restaurants sans aucun allergène, est un peu compliqué à tenir, étant donné qu'on a 14 allergènes à éliminer, mais il est apparu notamment avec la réglementation dernière qui vous oblige à déclarer les allergènes dans vos plats, d'avoir la conviction et d'avoir l'envie de proposer des plats sans allergènes à ses clients, qui vous permet donc de toucher une petite partie de la clientèle qui pourrait être intéressée à venir manger chez vous en ayant cette gêne à consommer des produits donc avec des allergènes. Et nous finirons par le dernier courant culinaire dont je voulais vous parler, qui s'appelle la raw food. Alors la raw food, c'est une cuisine qui est à base de produits crus, et le phénomène de raw food fait suite à un courant culinaire qui s'appelait la healthy food,
et qui veut préserver au maximum les qualités nutritionnelles des aliments. C'est pour ça que dans la raw food, on ne consomme pas de produits qui sont cuits au-dessus de 48 degrés. Parce qu'on veut préserver les vitamines, les minéraux, les enzymes. C'est un courant qui est venu des États-Unis et qui a été popularisé par les actrices hollywoodiennes. Et donc la raw food est aussi beaucoup plébiscitée par les naturopathes qui ont de plus en plus de public et qui ont de plus en plus d'audience, notamment médiatique. Pour cette raw food, des nouveaux matériels sont arrivés, notamment des germoirs à graines, mais aussi des extracteurs du jus, des dessicateurs, des déshydrateurs, dont on essaye qu'ils soient le plus écologiques possible. Nous avons fait donc le tour de tous ces courants culinaires, ils sont nombreux, et il va de soi que l'aventure ne s'arrête pas là et qu'il y en aura beaucoup d'autres dans les années à venir. Et il est à noter qu'un courant culinaire, même s'il a disparu, laisse toujours des traces, et les personnes et les chefs et les restaurants qui continuent derrière peuvent s'inspirer et prendre une partie de tous ces petits courants culinaires pour créer leur propre carte et leur propre envie selon leurs convictions et selon la capacité à produire. Il est à noter que tous ces courants culinaires ont été accompagnés généralement par des innovations technologiques. On en a parlé de certaines d'entre elles, notamment sur le raw food qui nous permet donc de déshydrater les produits à très basse température. Mais on en a aussi parlé pour tout ce qui est nouvelle cuisine avec l'utilisation de micro-ondes. Donc toutes ces innovations et toutes ces nouvelles technologies qui arrivent dans les restaurants permettent donc d'innover, de créer et d'imaginer peut-être des solutions différentes qui ne sont pas apparues aujourd'hui.